Maître Bingono Bingono, merci de nous recevoir ce jour chez vous. Nous allons tout de suite commencer cette interview. Vous arborez, maître, plusieurs casquettes, journaliste, écrivain, anthropologue et comédien, peut-être j'en oublie. Comment parvenez-vous, maître, à articuler ces différentes identités dans votre parcours intellectuel et artistique? Je suis très heureux d'aller faire l'objet d'une exposition par médias interposés. Enfin, un journal va parler de moi. Très heureux de vous accueillir. J'ai dit vous parce que vous êtes une équipe. Mais toi, où tu es assis là, tu commences bien mal parce que tu es flanqué d'une amende pour m'avoir vousoyé. Nous sommes dans un contexte de civilisation africaine où le vous n'existe pas. Dans toutes les langues en négroculture, on dit tu à Dieu, tu au roi, tu aux parents, tu aux aînés, tu aux amis, tu aux ennemis. Pourquoi? Parce que nous sommes une civilisation de la convivialité. On ne peut pas se sentir en harmonie avec quelqu'un à qui on dit vous. Alors tu vas dire vous non plus. Tu vas dire tu aux parents que je suis, au patriarche que je suis. Des savants chinois ont étudié les capacités de l'être humain et se sont rendus à la triste évidence que le travailleur le plus acharné n'exploite même pas 2% de tout le potentiel énergique et énergétique, psychique, mental que nous avons en nous. Dans les quelques petits titres que tu as cités, ne valent même rien par rapport à ce qu'un individu devrait pouvoir faire. Première chose. Deuxième chose, l'Africain ne compte pas le temps. La sagesse occidentale a prétendu diviser le temps en tierces, secondes, minutes, heures. L'Africain en rit. Car notre séquentialisation du temps se fait en moment, par moment. Mayangewo Amamechei, je t'attends le matin. C'est de 6h à 11h. Zach à Amos, viens dans la journée. C'est de midi à 14h. Osaï Ngwengabo, viens quand il commence à être soir. Ça, c'est de 16h à 18h. Bibo Jamete Alou, cette cérémonie se tiendra la nuit. C'est de 20h à minuit. Ça, c'est le boulot que vous parlez. Je m'exprime en boulou et c'eût été important, c'eût été agréable que cette conversation, eh bien, se tienne dans la langue que je maîtrise le plus, le boulou, qui est l'un des parlers écans. Ça, c'est donc la séquentialisation du temps chez les Bantous, même si j'ai emprunté à l'exemple écan, à l'exemple du boulou. C'est valable chez tout le négro-africain. Il est également que, quelle que soit la complexité des activités dans laquelle serait englué un individu, l'Africain ne travaille jamais de manière à prétendre tout faire. On nous parle de notre atavique retard, où nous arrivons toujours en retard. Alors l'Africain rigole, il dit, pouvez-vous compter le temps? Ce qu'il vient de faire par cette séquentialisation. Et l'Africain demande encore,
Jusqu'où peut-on tout faire? On ne peut jamais tout faire. On commence, on amorce. Il vient un moment du déclin, d'autres prennent le relais. C'est parce que je suis conscient de ces dispositions doctrinales-là que j'estime que le peu de casquettes que l'on peut me reconnaître aujourd'hui n'est même pas suffisant par rapport à tout ce que je souhaiterais faire. L'Africain vit dans la perspective de mourir, mais surtout de bien mourir afin d'assurer sa survie communautaire. Cette survie communautaire-là, il l'assure par les marques de son passage. Qu'est-ce que Bingono Bingono, lors du passage au soir de sa vie, aura laissé à l'humanité? Alors il vaut mieux que on multiplie les activités. Peut-être qu'un domaine sera plus porteur qu'un autre. Tu accordes, maître, une place centrale à la tradition et à ce que tu appelles la communication, ce qu'on peut appeler la communication symbolique africaine. Que représente selon toi la notion de crypto-communication africaine dont tu es le chantre et que tu as d'ailleurs si bien développé? Très bien. De la part du négro-africain, seul Dieu est unique. Tout le reste dans le monde et l'univers tient en équilibre par le principe de la bipolarité. C'est-à-dire, les choses vont toujours deux par deux. Soit en dualité quand les deux membres du diptyque s'opposent, soit en harmonie quand les deux membres se complètent. Le ciel, la terre, le jour, la nuit, le bien, le mal, la vie, la mort, ainsi de suite, la gauche, la droite, tout repose sur ce principe-là. Et par rapport à cela, la conviction doctrinale du négro-africain est que il est également les binômes monde matériel, monde physique, monde immatériel, monde de l'au-delà. L'Africain a la conviction que les morts ne sont pas morts. L'Africain croit ferme que quand nous butons, quand nous faisons face aux difficultés de la vie, nous allons chercher les solutions dans le monde de l'au-delà où résident nos ancêtres, nos génies, nos esprits, nos divinités et Dieu. Il est deux grandes familles de la communication. La phénocommunication, qui est la communication ordinaire, classique, c'est là à laquelle monsieur tout le monde a accès. La crypto-communication est une communication réservée, car elle est initiatique, elle est ésotérique, elle est sacrée, elle est mystique. Nous avons été spirituellement colonisés par les églises d'importation, qu'il s'agisse de l'islam, qu'il s'agisse du christianisme. Les premiers missionnaires ont donné l'impression que nous ne connaissions pas l'au-delà et la manière dont nous le connaissions, eh bien, était diabolique et satanique. L'ethno-linguistique démontre que autant toutes les cultures africaines connaissent Dieu, le créateur du monde visible et invisible, autant cet individu qu'on nous a imposé qui s'appelle Satan, nous ne le connaissons pas. C'est pour ça que dans toutes les langues africaines, on dit Satan, 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 Satan. Nous ne le connaissons pas. La crypto-communication est donc une tentative de scientifisation du monde immatériel de l'au-delà, où résident nos ancêtres, les génies, les esprits, les divinités et Dieu. La crypto-communication trouve sa définition dans cette maxime africaine que le poète sénégalais Birago Diop rend publique, populaire, et qui stipule que les morts ne sont pas morts.
Comment démontrer que les morts ne sont pas morts? Alors il faut s'investir dans la crypto-communication. Et maintenant, je vais le préciser, je suis l'un des doctrinaires de la crypto-communication. En anthropologie, nous procédons par enquête participante ou participative, immersion, c'est-à-dire, vous voulez mener une recherche anthropologique sur le cannibalisme, marchez avec les cannibales et à la fin, mangez un peu de chair humaine, là vous en parlerez en connaissance de cause. Bingono, qui se bat à démontrer, comme l'ont fait de nombreux pionniers, que les morts ne sont pas morts. Au quotidien, depuis 40-46 ans, je marche avec ceux qui sont en connexion avec les morts. Et puis, je complète en faisant moi-même des voyages dans le monde des morts. Voilà partie de la crypto-communication. Alors, tu parles des morts qui ne sont pas morts. Et justement, tu as un ouvrage, Nkulbeou, je ne sais pas si je prononce bien. Tant pis pour toi, Nkulbeou, le tambour des morts. Voilà. Tu explores ici la relation entre les vivants et les ancêtres à travers le tambour. Quelle est la portée spirituelle et sociale de cet instrument dans la culture Fambeti, dont tu es l'un des fils? Eh bien, pour communiquer avec les ancêtres, les génies, les esprits, les divinités, on peut le faire par discours oral incantatoire. Mais pourquoi est-ce que je mets en scène l'un des supports acoustiques de la communication, qui est l'Nkul, tambour parlant, tambour à fente, tambour téléphone? Tout simplement parce que l'être humain est si souillé, plein de luxure et d'iniquité que sa voix ne peut pas toujours porter. Nous ne sommes pas du tout ni saints ni sanctifiés de telle manière que nous puissions nous adresser toujours avec succès à Dieu, aux divinités, aux esprits, aux génies, aux ancêtres. En revanche, un support acoustique objectal, c'est-à-dire un simple communicant qui est taillé dans du bois, c'est l'occasion de le préciser ici. On entend cette faute dans les télévisions et radios. Des individus se présentent, je suis le communicant de la société. Non, l'être humain est un communicateur. Le communicant est un objet qui joue le rôle de communicateur. Donc, je mets un point d'honneur sur le support Nkul qui est un communicant. Parce que le bois ne rend que le service pour lequel le Créateur l'a créé. Le bois ne pêche pas. La cloche ne pêche pas. La flûte ne pêche pas. Ces supports acoustiques de la communication-là jouent leur rôle et leur rôle. On peut donc mieux se faire entendre des ancêtres par la flûte, le gong, le nkul, c'est-à-dire le tam-tam, beaucoup plus rapidement que par la voix humaine. Les acousticiens ont démontré que les instruments de musique, qui sont dans ces supports de la communication, atteignent des niveaux d'ondes hertziennes que la voix humaine ne peut pas atteindre. Ils transcendent l'espace et le temps matériel et vont dans les mondes de l'au-delà des entités immatérielles plus facilement que la voix. On s'adresse donc plus facilement aux entités décorporées que sont les ancêtres, les génies,
les esprits, les divinités, par le koul, par le gong, par le membranophone, par la flûte, beaucoup plus que par la voix humaine. Je prends succinctement l'exemple de la danse rituelle Essani. Les Sani, Essani, au plan étymologique, vient du verbe Essan, qui signifie pétiller, jubiler, célébrer. On danse les Sani quand quelqu'un qui a accompli son temps est mort. Donc ce n'est pas du tout une danse funèbre. C'est une célébration, une vénération de celui qui s'en va parce qu'il sert de modèle. À travers les Sani, donc, on parle aux morts. On parle aux morts qui sont partis, qui viennent donc accueillir l'un des leurs qui est en train de rejoindre leur monde. Le dire par la voix humaine est moins porteur que le dire par le tam-tam, un koul. Un koulbe où le tambour des morts accède plus facilement aux morts, aux ancêtres, aux génies, aux esprits que la voix humaine. Tu as également publié Mabomkoul. Mabomkoul, je joue du tambour d'appel. Voilà. On parle des morts. Quelle différence fondamentale établis-tu entre le tambour comme instrument de musique et le tambour comme instrument de communication? Le tambour nkoul exprime ce que vous, les journalistes, vous appelez le principe de la double communicabilité. Double communicabilité, pourquoi? Parce que l'nkoul assure la communication ludique, le jeu. C'est un instrument de musique. La danse du Bikoutsi a pour base l'nkoul. Mais l'nkoul également assure la communication classique, la transmission des informations. Donc lui, à lui tout seul, il y a ce principe de la double communicabilité. Il diffuse de la musique et diffuse des informations. C'est ça l'importance d'un koul. Et maintenant, l'nkoul, en tant que support acoustique de la communication, c'est un idiophone solide à corps vibrant, s'adresse autant au monde physique, visible, matériel que nous sommes, qu'au monde immatériel, celui des ancêtres. Donc l'nkoul a un pied sur le monde des vivants et un pied sur le monde des non-vivants, sur le monde de ceux qui existent, qui n'ont plus de vie physique. La différence entre un vivant et mort est que le vivant vit. Vivre, c'est quoi? C'est respirer, se nourrir, se reproduire, déféquer. Le mort ne respire plus. Le mort ne se nourrit plus de la même manière que nous, c'est-à-dire il ne prend plus les quantités, il prend la partie virtuelle. Il ne se reproduit plus, il ne défèque plus. On les appelle donc des existants intelligents sans vie biologique. Le vivant que tu es, tu mènes une vie biologique. Le mort, lui, qui n'a plus de vie biologique, existe. Et les preuves de son existence sont patentes. Voilà. Il y a cette autre œuvre. Et vous, sorciers. Il n'y a pas le. Et vous, sorciers. C'est d'ailleurs ma toute première publication. Voilà, tout à fait. Et si tu plonges le lecteur au cœur du mythe et des réalités de la sorcellerie africaine, quelle lecture contemporaine peut-on en faire aujourd'hui, à l'ère de la modernité, des réseaux sociaux, de la sphère numérique que nous connaissons tous? Et vous, sorciers, est un recueil de nouvelles sur la pratique
de la sorcellerie. La sorcellerie est-elle toujours négative? N'y a-t-il pas des saveurs positives de la sorcellerie? Il faut retenir que la sorcellerie, c'est tout simplement faire ce qui sort de l'ordinaire. L'avion relève de la sorcellerie parce qu'il est difficile de comprendre qu'une voiture puisse marcher sans route dans les airs. La télévision relève de la sorcellerie. Vous êtes assis à la maison et vous voyez ce qui se passe partout dans le monde. Le téléphone portable, sans fil, vous permet de communiquer avec votre fils qui est au Japon ou en Afrique du Sud. Ça relève de la sorcellerie. Sorcellerie, c'est donc ce qui sort de l'ordinaire. Quelle est l'importance de cet extraordinaire en contemporanéité? J'aime le dire partout où je vais que les inventions et découvertes scientifiques ne sont ni le fait des laboratoires, ni le fait de l'université, l'académisme. Sinon, tous les professeurs d'université, tous les ingénieurs seraient de très grands inventeurs. On va parcourir l'encyclopédie des grandes inventions du monde. Tu n'as ni docteur, ni professeur, ni ingénieur là-dedans. Ce sont des messieurs et dames qui ont une connexion avec l'au-delà. Parce que Dieu les a créés ainsi. Ce sont des voyants et des clairvoyants, des mages et des thaumaturges qui sont en osmose avec le monde de l'au-delà. Ils voient donc ce qui s'y passe, viennent le réaliser dans le monde physique de façon artisanale. La science et la technologie, c'est là qu'intervient l'université, là qu'intervient l'ingénieur. La science et la technologie des universités et des laboratoires d'ingénierie confèrent simplement une valeur plus crédible à ce que celui-là a créé de façon artisanale. Donc, sans sorcellerie, le monde ne serait pas du tout ce qu'il est aujourd'hui. Malheureusement, les gros scientifiques du monde n'ont pas l'honnêteté de reconnaître que Archimède lui-même, Eureka, découvre le principe dans une baignoire. Mais j'ai envie de te demander quelle est la place de l'Afrique dans ce que tu appelles sorcellerie ici. Et d'abord même, est-ce que la sorcellerie, dans notre imaginaire d'Africains, peut-être d'Africains modernes, c'est quelque chose de nocif? Déjà, est-ce que la sorcellerie, c'est quelque chose de positif? La place de l'Afrique. La sorcellerie, je croyais avoir été clair pour dire qu'elle n'est pas que nocive. Elle est également exceptionnelle, excellente, car c'est grâce à elle qu'on découvre, qu'on fait ce qu'on appelle découverte scientifique, découverte technologique. Quelle est la place de l'Afrique? Là où l'Afrique est d'autant plus visible par sa sorcellerie, c'est en médecine, c'est en thérapie patrimoniale. Moi, je m'attendais à ce que les gouvernants et les gouvernements du monde occidental viennent en Afrique pour nous prier de dire « Donnez-nous les recettes qui vous permettent de survivre au Covid ». Est-ce qu'ils l'ont fait? Ils l'ont fait en catimini. Ils l'ont fait en catimini parce qu'ils ont honte de démontrer que ce qu'ils prennent pour les pauvres, pour les crasseux, les dominent quelque part. Toujours en thérapie patrimoniale, en médecine africaine. La masothérapie, les massages. Vous brisez une patte, on brise la patte du poulet ou du coq au même endroit où vous êtes cassé. On masse le coq et c'est vous qui vous tordez de douleur. Et au bout de 2 semaines, vous pouvez aller à nouveau jouer au football. Démontrez-moi cela scientifiquement. Donc,
Le grand malheur de l'Afrique est que nous continuons à pratiquer sous la table, sous le boisseau, la très grande science qui peut même sauver le monde entier. Alors, tu as souvent plaidé pour une revalorisation des langues et des traditions africaines face à l'uniformisation culturelle mondiale. Quelle serait selon toi la place idéale des cultures africaines dans le monde globalisé aujourd'hui? L'UNESCO stipule que toute langue qui disparaît, c'est un pan de la civilisation de l'humanité qui disparaît avec elle. C'est pour ça qu'il est important que les Africains ne laissent pas tomber en déliquescence leur langue. Il y a des choses qu'on ne pourrait pas faire en français ou en anglais ou en chinois qu'on ne peut faire qu'en Mndjumba, qu'en Fefe, qu'en Mundang, qu'en Bafia, c'est-à-dire dans nos langues africaines. Quelle est la place donc de l'Afrique? Le monde est un village dit global, mais qui est en perpétuelle construction. Et cette construction-là devrait être faite de la disparité des cultures. Tant que l'Afrique ne pèsera pas encore d'un grand pouvoir financier, politique, nous pèserons toujours et toujours d'un pouvoir culturel. Ce que l'Afrique peut donc apporter à cette humanité, c'est la culture. Et nous avons la phénoculture, la culture concrète, palpable, visible, et la cryptoculture. C'est là que nous sommes encore des pionniers. La cryptoculture. Eh bien, je vais me vanter. Mais comment cette culture peut impacter sur le vécu quotidien des Africains pour les transformer? Comment? Pour vivre, pour survivre, pour tenir, on a besoin de bien s'alimenter. L'Africain s'alimente encore bien. La preuve est que le Covid ne nous a pas emporté parce qu'il a trouvé que nos corps, parce que nous continuons à nous alimenter bien, nos corps sont parés contre certaines bactéries, certains microbes, certains virus. Pour bien vivre, pour résister, subsister, il faut pouvoir se soigner. L'OMS reconnaît depuis une trentaine d'années que les Africains au sud du Sahara continuent à se prendre en charge au plan sanitaire à 80% par la médecine africaine. Je m'arrête uniquement à ces deux niveaux. Si on peut bien s'alimenter, si on peut bien manger, si on peut se soigner, on peut réfléchir. Et je ne suis pas pressé, je ne suis pas désespéré comme ceux qui pensent que, oh, pauvres Africains, il y a encore des Africains qui vivent avec moins de $2 par jour. Qui a menti que nous avons besoin du dollar pour vivre? Je suis de mon village. Tous ceux qui vivent dans les zones rurales, ont-ils besoin du dollar pour vivre? C'est non. Ils viennent en ville une fois par mois pour se ravitailler en, disons, un peu de sel, du savon. Ils n'ont pas besoin de plusieurs dollars pour vivre. Ils vivent. Et de loin mieux que nous. La seule chose est que ce qui paramètre le vécu l'accroche sur le dollar, l'accroche sur la voiture, l'accroche sur la prise en charge sanitaire. Nous n'avons pas besoin des hôpitaux pour nous soigner. Nous n'avons pas toujours besoin de nous déplacer pour vivre. Nous vivons très bien dans nos villages. Moi, je prends mon exemple. Vous avez beau prétendre que le moi est haïssable, mais moi, j'estime que il n'y a que soi-même pour mieux parler de soi. Personne ne peut mieux parler de Bingono Bingono que Bingono Bingono lui-même. Me voici.
Je suis un jeune homme de 70 ans. Pourtant, je suis né sur des feuilles de bananier sous un ébail chez moi en Simabum, 17 km de San Melima, sur des feuilles de bananier. L'on rapporte que j'avais le cordon ombilical qui m'étranglait. Mama Tabita, paix à son âme, a coupé ce cordon ombilical-là avec une feuille de canne à sucre. Me voici. Je mourrai un jour. Ça, c'est vrai parce que la chair est périssable. Mais quand je te dirai que je n'ai jamais porté de perfusion, j'ai jamais été hospitalisé. La dernière fois où j'ai eu le palu remonte à 35 ans. Les mêmes moustiques qui vous envoient 6 fois par semaine à l'hôpital me piquent aussi. Nos écorces, notre régime alimentaire, nos décoctions permettent qu'on prévienne la maladie, qu'elle n'ait pas le temps de s'installer. Je dis ma faim est ta faim ou si d'amour tue. C'est 2 pièces différentes. Ok, là tu explores des problématiques sociales et morales profondément enracinées dans la réalité camerounaise. Aujourd'hui, que représente le théâtre pour toi? Est-ce un moyen de divertissement, de résistance ou d'éducation? En Afrique, on est dans un contexte de civilisation où on chante sa douleur, où on danse ses malheurs et où on célèbre sa joie. C'est-à-dire, même les choses les plus cruciales, nous les faisons en jouant. Nous les faisons en nous divertissant. Nous les faisons avec humour. C'est grâce à ces notions-là que nous ne connaissons pas la maladie la plus moderne qu'on appelle le stress. On fait danser une danse sexuelle à la veuve qui pleure son mari. Ça la divertit. Ça fait que la grande douleur de la perte d'un être cher qui aurait pu l'emporter, eh bien, ça ne l'emporte pas. N'est-ce pas? On se divertit même en enterrant bingono, bingono, au moment d'aller inhumer bingono, bingono, on danse les sani, on pratique le drame et kamba, qui est une danse que pratiquent les brus, c'est-à-dire les belles filles, pour moquer le mort qui est couché là, pour tourner en dérision le cadavre qui est là. Vous oubliez même que vous êtes à une cérémonie triste, grâce à les sani, grâce à les kamba. C'est toutes ces techniques culturelles qui permettent que nous ne connaissions pas le stress. Nous mourons parfois en souriant. Voilà. Alors, tu es un écrivain reconnu, respecté. Que dirais-tu, toi, le traditionnaliste, à la nouvelle génération d'écrivains africains, peut-être plus spécifiquement camerounais? Que leur dirais-tu? Quels conseils leur donnerais-tu dans leur écriture, dans leur façon de distiller le savoir? L'ouvrage, c'est vrai que tu ne peux pas les citer tous, que tu n'as pas cité, c'est « Et Dieu de plus en plus haut dans les cieux ». Il s'agit d'un recueil de récits ethnographiques sur la séparation entre Dieu et les hommes et sur la cosmogénèse, comment est-ce que Dieu a créé le monde et l'univers. C'est justement la réponse à ta question, c'est-à-dire l'Afrique devrait se réécrire par elle-même. Et je dis dans l'un de ses ouvrages, l'histoire de l'Afrique et sur l'Afrique sera d'autant plus conforme à la vérité et à la réalité qu'elle sera réécrite par les Africains eux-mêmes. Ne laissons pas le soin aux autres de parler de l'Afrique. Vous de la jeune génération, quittez de temps en temps la ville pour aller voir comment se meut la vie dans l'arrière-pays et écrivez là-dessus. C'est à l'Africain de dire sa propre histoire.
c'est à l'Africain lui-même de se réécrire. Vous n'avez pas été à l'école des Blancs où on étudie la langue française et la langue anglaise. Vous parlez un français et un anglais de communication. C'est suffisant pour écrire. Ce dont on a besoin, ce n'est pas la forme. L'éditeur va s'en charger, c'est le fond. Ce fond-là, écrivez sur le fond, sur le substrat culturel africain. Et ce fond, ce n'est pas à Yaoundé, Douala, Bafoussa, Mora, Maroua que vous l'aurez, c'est en rentrant où se brasse la culture patrimoniale à l'arrière-pays. Alors, en revisitant les traditions et les rites, ne crains-tu pas d'être parfois mal compris ou accusé de promouvoir des croyances archaïques? Si l'occidental aujourd'hui regrette quelque chose, je parle en tant que quelqu'un qui a le malheur de faire le tour du monde. Ce que les Blancs nous envient, c'est ce que eux, ils ont entièrement perdu, c'est-à-dire la tradition. Ils nous envient tellement cette tradition-là qu'ils se sont battus à l'époque coloniale pour que nous oubliions nos langues maternelles. Si nous oublions nos langues maternelles, notre culture, eh bien, ce serait cadavérisé. Les Africains ont résisté, nous n'avons pas oublié nos langues maternelles, nous n'avons pas oublié nos traditions. Alors, c'est ceux qui voudraient aller au paradis du Seigneur Jésus-Christ, où coule le lait et le miel, qui croient que le discours de Bingo Bingo est mauvais. Pourtant, moi, baptisé chrétien, je vais même à la messe, je prends la communion, mais je n'irai pas, mon rêve n'est pas d'aller au paradis des chrétiens où coule le lait et le miel, car les deux me font mal au ventre. Ton rêve, c'est d'aller où? Où sont mes ancêtres? Quand un prêtre catholique doit dire une messe d'enterrement où j'ai la parole, je lui dis, ne te limite pas au prénom. La grave faute qu'ils font, c'est de dire, Seigneur, nous te recommandons l'âme de ton serviteur Jean-Pierre. Vous n'ajoutez pas Ekoto, vous n'ajoutez pas Kamdem. Si vous n'ajoutez pas, c'est d'un rap de conscience qu'il s'agit ici. On voudrait que cet Africain qui est mort aille plutôt enrichir l'égrégore de ceux dont il porte le prénom. Non, il faut dire l'âme de ton serviteur Moïse Mbenga pour que nous rejoignions où sont nos ancêtres. Notre projet n'est pas de nous asseoir à gauche ou à droite de Jésus-Christ tous. Nous voulons rejoindre le monde de béatitude et de félicité où sont nos ancêtres qui ont été sanctifiés par la mort. Voilà ce qu'on retrouve dans mes écrits. Et maintenant, c'est Njambe Sangon, Bingono Bingono, qui va parler. Sopmbungon, Bingono Bingono. Mbe Sangon, Bingono Bingono, parce que j'ai le bonheur d'être notable dans au moins 6 chefferies chez les Bamileke. Nous pratiquons là-bas, j'ai pas terminé, j'ai amorcé. Nous pratiquons encore là-bas ce qu'on nous a fait appeler culte des crânes. C'est faux, c'est pas le culte des crânes, c'est comme si on vénérait les crânes. C'est le culte par les crânes. Nous pratiquons un culte reliquaire. Nous savons que nous sommes si souillés que nous ne pouvons pas nous adresser directement à Chopin, Dieu. Nous nous adressons à Dieu en passant par nos ancêtres. Voilà mon paradis. C'est lui qui passerait par mes ancêtres. Culte reliquaire.
Parce que la spiritualité africaine indique que tout être est directement connecté à Dieu, mais à travers sa chaîne généalogique. On ne retournera pas à Dieu en passant par des ancêtres qui ne sont pas de notre généalogie. Pas du tout. Voilà le paradis vers lequel j'aimerais aller. Alors, comment la valorisation du patrimoine africain peut-elle être mieux intégrée selon toi dans les politiques publiques de nos États africains? Je vais encore me citer, c'est dans l'un de mes ouvrages. Je dis, aucun problème contemporain n'est si nouveau que nos ancêtres n'en aient connu. Ça veut dire que tous les problèmes auxquels nous faisons face aujourd'hui, nos anciens les ont connus. Au lieu donc, je m'adresse maintenant aux gouvernants africains, au lieu d'aller toujours chercher les solutions politiques de nos problèmes, les livres que les autres ont écrits ou bien en allant consulter l'Occident, retournons plutôt dans notre passé d'Africains. Un proverbe bamileke dit, pour aller de l'avant, il vaut mieux garder la tête tournée vers l'arrière. Les Écans, eux, disent, car le futur ne nous attend pas devant, il se construit de la connaissance que nous avons de notre passé et de notre présent. Voilà. Chaque arbre se développe sur ses propres racines. Les racines de la solution, les racines de la connaissance sur des problèmes, des problématiques africaines se trouvent dans notre patrimoine. Je dirais donc à ceux qui nous gouvernent de revenir à l'arrière-pays, consulter patriarches et matriarches, de revenir consulter les initiés, de revenir consulter les dépositaires du savoir ancestral. On nous parle de démocratie. On voit bien qu'elle ne s'adapte pas du tout à l'Afrique. Que ne revisiterions-nous cette affaire-là, la démocratie, selon notre propre connaissance, notre propre culture? Qui a prétendu que nous n'avons plus suffisamment d'intelligence pour réfléchir, que nous devons nous greffer à ce qui nous vient de l'Occident? Greffez-vous à ce qui vient de l'Occident et un beau jour, quand l'Occident vous dira le cannibalisme est une bonne pratique, alors vous mangerez de l'homme. Je ne veux pas citer des choses qui nous viennent de l'Occident, qui n'ont même pas de mots pour les désigner dans les cultures africaines. Si c'est ça la civilisation, nous allons dos au mur. Vrai ou faux? Donc, que les gouvernants continuent de consulter patriarches et matriarches qui n'ont même pas été à l'école des Blancs, mais qui sont pourtant ce que Pham Ndongo appelle des savants traditionnels. Consultez les savants traditionnels. Et ne venez pas les consulter quand le mal est déjà là. Car là, on va courir derrière, ça va être plus coûteux. Les dépositaires de ces savoirs-là, dont les sociétés ont tenu en équilibre grâce aux pratiques oraculaires, les oracles, sont assis et regardent en prévision ce qui va arriver, en bien ou en mal. On a le temps de conjurer le mal avant qu'il n'éclate. On a le temps de confirmer le bien qui a été pressenti. Avant d'aller en voyage, nos anciens allaient regarder. Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que ça va mal se passer? Et il va ou bien ne va pas. Avant d'aller à la grande chasse où on va chasser le gorille, le buffle et l'éléphant, on regarde. Est-ce que ça va bien se passer?
tout cela existe encore. Mais nous faisons comme si. Nous faisons comme si. Bon, les réseaux sociaux, je ne connais pas beaucoup, mais j'ai entendu commenter dans un taxi que tous les grands gouvernants occidentaux ont leur marabout, soit au Sénégal, soit au Cameroun, soit au Mali. Où sont les grands marabouts que consultent nos gouvernants d'Afrique? Peut-être le font-ils dans le secret du sacré. Alors je les féliciterai. S'ils ne le font pas, je les encouragerai à le faire. Une dernière question. On ne dit jamais dernière question parce que la dernière réponse peut susciter de nouvelles questions. Vrai ou faux? C'est vrai. Pour clore cette interview, je voudrais ton mot de fin. Aucun peuple au monde ne s'est développé sur la base d'une langue étrangère, comme aucun peuple au monde ne s'est développé sur la base d'une culture étrangère. Et aucun peuple au monde ne s'est développé sur la base d'une spiritualité étrangère. Que l'Afrique retourne à l'Afrique d'hier pour espérer trouver de bonnes solutions aux problèmes contemporains. Voilà. Bingono, maître, merci. C'est bien.